En fait, et lorsque vous discutez avec les gens qui font les marchés publics, on vous dit que lorsque vous avez un bon de commande du port autonome de Douala, les banques se bousculent pour vous financer. Et donc, je vous dis donc, quand vous avez donc quand même un des nôtres qui a quand même ces statistiques-là, contrairement à certains qui nous ont construit les éléphants blancs. Vous avez Mevele, Mekim, Lompanga, vous voyez que c'est les mêmes personnes qui sont derrière, mais qui n'ont réussi à résoudre aucun problème. Vous avez même Natigal encore, qui aujourd'hui, malheureusement, nonobstant le fait que c'était un projet important, il savait être un éléphant blanc parce qu'on ne peut pas transporter l'électricité. Donc vous comprenez que, au moins, lorsqu'on a un citoyen qui fait les choses convenablement, peut-être qu'on peut faire mieux. Mais dans le désert managérial camerounais, je pense qu'on devrait quand même lui laisser la possibilité de pouvoir avancer. Il y a donc, merci Maître Moustapha Ngouana, une sorte de consensus qui se dégage autour de la manière dont le port autonome de Douala est géré. Et quand je parle de consensus, je pense à cette grande une de Cameroun Tribune qui estime que la constitution du 10 janvier 1996 était le fruit d'un consensus des forces politiques et sociales du Cameroun de l'époque et que ce texte était venu consacrer, dit Cameroun Tribune, une société libérale et démocratique tout en affirmant le caractère décentralisé de l'État unitaire, garantissant les droits des minorités. 3 décennies après, dit la grande une du journal, toutes les institutions sont fonctionnelles, même si le débat se fait sur la révision de certains aspects. Moi, je vous interroge sur l'avant-dernière phrase. Toutes les institutions sont fonctionnelles, c'est votre avis? Non, c'est faux. Toutes les institutions prévues par la Constitution du 18 janvier 1996 ne sont pas fonctionnelles. Je citerai au moins une. La Haute Cour de justice qui a été prévue n'a jamais été créée. Ces membres n'ont jamais été nommés. Il faut rappeler que la Haute Cour de justice est un tribunal qui est compétent pour juger le président de la République en cas de haute trahison ou les autres membres du gouvernement dans des infractions, des crimes assimilés. Tout à fait. Ça n'a jamais été mis en place. Ça n'a jamais été créé. En dehors de cette haute cour qui n'a pas été créée, il y a des dispositions de la Constitution qui n'ont pas été appliquées. Et la principale disposition qui n'a toujours pas été appliquée et pour laquelle non seulement les citoyens, membres de la société civile, les médias, les journalistes, je veux dire, et surtout les partis politiques interviennent pour dire qu'il faut appliquer l'article 66 de la Constitution. Et l'article concerne, n'est-ce pas, la commission des biens et avoirs. C'est-à-dire qu'en réalité, si cette disposition était appliquée, il y a une loi. Je voulais juste rappeler que l'article 66 de cette Constitution indique que tous les directeurs des entreprises publiques et les entreprises publiques, tous ceux qui sont des gestionnaires des fonds de l'État, des crédits, etc., doivent déclarer leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat. Oui, oui. Ça commence par le président. Ça commence par le président de la République. C'est-à-dire tous les élus, c'est-à-dire les conseillers municipaux, l'exécutif municipal, les conseils régionaux, les députés, les parlementaires, les sénateurs, tout ce beau monde-là, jusqu'au président de la République, c'est-à-dire au début, à l'entrée de leur fonction et à la fin du mandat, ils doivent présenter leurs biens et avoirs. Mais pour cela, il faut que la commission de déclaration des biens et avoirs soit mise en place. Elle n'a toujours pas été mise en place parce que le chef de l'État n'a pas signé le décret d'application. Comme d'autres décrets d'application qui sont attendus pour mettre en place, n'est-ce pas, pour rendre efficace l'article 66 de la Constitution. Et c'est une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, il y a tout ce que l'on peut voir. C'est-à-dire, on ne sait pas quel est le bilan réel, quels sont les véritables avoirs avant et après leur entrée en fonction de nos élus. Élus locaux, élus de la nation et élus à la tête de l'État. Et ça pose un problème de gouvernance encore. Parce que si on ne peut pas savoir, si on ne peut pas véritablement faire confiance à nos élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, parce qu'on ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils ont épargné, et qu'est-ce qui ferait le gap entre les deux, pour savoir s'ils font partie de ceux qui détournent les biens de l'État, ou alors ceux qui gèrent bien les biens de l'État. Et l'absence de la mise en place de ces dispositions pose 30 ans après un problème réel.
d'efficacité de la gestion, de la gouvernance du président de la République. Parce que c'est lui qui est chargé effectivement de mettre en application ce texte. Il l'a toujours pas mis. Je voudrais également parler, parce que puisqu'on parle de consensus, il y a une des dispositions qui a fait l'objet d'un consensus pendant la rencontre tripartite, la commission technique qui devait mettre en place la Constitution, tous les débats qu'il y a eu, la commission Joseph Ouna, et même l'adoption de la Constitution. Parce que la Constitution du 18 janvier, qui a été promulguée le 18 janvier 1996, a été adoptée en décembre 1995. Mais avant son adoption, l'opposition et le pouvoir sont entendus sur un certain nombre de dispositions. Et parmi ces dispositions, il y a l'article de la Constitution sur le mandat présidentiel. C'est-à-dire la Constitution issue de la Constitution initiale, j'ai dit bien initiale, parce qu'elle a été modifiée. La Constitution initiale du 18 janvier 1996, telle qu'elle a été promulguée le 18 janvier 1996, avait une disposition qui limitait le mandat présidentiel. Et le mandat était de 7 ans, renouvelable une seule fois. En 2008, le chef de l'État a fait modifier cette disposition, qui fait en sorte que le président de la République, désormais, est rééligible ab aeternam. Donc il y a une violation d'un consensus politique fondamental. Et là, ça a rendu inopérant, inefficace, une disposition qui avait fait le consensus. Parce que je peux même vous dire ici, parmi les secrets de ce consensus, c'est que l'opposition au départ, dans les années de Braise, à la rencontre tripartite, comme après, a toujours souhaité un scrutin majoritaire à 2 tours. Mais n'a pas pu l'avoir, ce scrutin majoritaire à 2 tours, parce qu'une partie de l'opposition a mis une parenthèse à cette possibilité d'un scrutin majoritaire à 2 tours pour ce consensus. Pour ce consensus qui voudrait que on ne fait qu'un mandat renouvelable 2 fois. Un mandat présidentiel renouvelable 2 fois. L'opposition avait dit 5 ans renouvelable une seule fois. Mais le pouvoir dit on veut bien, le RDPC et tous ceux qui étaient dans cette commission de ce débat de la Constitution avaient dit on est d'accord que ce soit un mandat renouvelable une fois, mais permettez-nous que ce soit 7 ans renouvelable une seule fois. Le principe a été acquis, 7 ans renouvelable une seule fois. Cela signifie qu'en réalité, si on devait appliquer cette constitution-là, initiale, en 2011, le président Paul Biya devait tout simplement ne plus être candidat et on aurait eu au RDPC un autre candidat qui aurait compéti face aux autres candidats de l'élection présidentielle. Maintenant, la parenthèse que j'insiste par rapport au scrutin magistral de tout, c'était certains cadres, un leader politique de regrettée mémoire, Kodor, Augustin Frédéric Kodor, il était de celui qui était en tête de file, qui a estimé qu'on pouvait sacrifier ce scrutin majoritaire à 2 tours que demandaient ceux du RDPC, pourvu qu'on n'aille pas, pourvu que ce soit un scrutin de 7 ans renouvelable une seule fois. Mais malheureusement, on a bien vu par la suite que ce n'était pas nécessaire de tuer l'idée d'un scrutin majoritaire à 2 tours, puisque en avril-mars 2008, finalement, la Constitution a été violée de manière unilatérale par celui qui, d'après l'article 5 de la Constitution, est chargé de veiller au respect de la Constitution. Edmond, la dernière phrase, je crois qu'il y a un problème, parce que quand on dit qu'il a violé, je crois qu'il faut bien préciser qu'en avril 2008, oui, le président de la République a fait convoquer une session du Parlement, et c'est au cours de cette session du Parlement que la loi sur la limitation des mandats a été modifiée. Et cela, bien évidemment, dans le strict respect des dispositions constitutionnelles qui indiquent que on peut modifier la Constitution soit par référendum, soit par une loi qui intervient à l'Assemblée nationale du Cameroun. Alors si on prend ces éléments de ce point de vue, dire qu'il y a une violation
le texte pourrait donner l'impression que ça a été fait au forceps. Il n'y a pas eu un consensus politique. Il n'y a pas eu un consensus, il n'y a pas eu un nouveau consensus politique pour modifier ces dispositions. Oui, mais est-ce que ça Parce justifie le verbe une disposition issue d'un consensus, il faut un autre consensus pour le modifier. Alors, quand vous parlez de la violation du consensus. Oui, il y a violation du consensus. Il y a Parallèle- violation d'un consensus Parallèle politique. des formes et des procédures. Tout à fait. Ok. Qui est ce parallélisme des formes et des Mais procédures. on est bien d'accord que Et cela tout s'est au fait plus- dans... Mais on est bien d'accord que cela a été fait selon les règles de l'art. Non, j'ai dit la non. modification de la loi. Sur l'une des formes de l'art prévues par la Constitution. La Constitution a prévu comme pour modifier, on peut le faire par référendum. Tout à fait. Et j'aurais aimé, pour un consensus aussi fondamental, on passe par un référendum. Oui, le référendum et l'Assemblée nationale. Ils ont Référendum choisi- ou l'Assemblée nationale. Il a choisi l'Assemblée Mais l'Assemblée nationale, ils avaient la majorité Obèse. obèse au Parlement comme au Sénat. Très bien. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas transparent et ce n'est pas crédible. C'est Voilà. ce que je tenais à dire. Très bien. Je voulais rappeler quand même, pour bien fixer cela dans la tête des téléspectateurs, que l'article 106 de la Constitution dit exactement ceci. Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement y assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères y assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire des crédits et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise des modalités d'application. Alors, sur la question Benjamin Gongan, 30 ans que la Constitution du janvier 1996 est entrée en vigueur. Alors, je suppose, vous qui aimez rester neutre et impartial, je suppose que vous allez, dans votre raisonnement, présenter à la fois les avancées Qui n'est pas neutre et impartial. et les avancées et les limites de cette Constitution de 1996. Oui, bon, enfin, on va pas analyser toute la Constitution, mais vous avez fait un focus Peut-être un ou deux particulier sur, exemples. sur cet article 66 dont on a beaucoup parlé pendant la campagne de l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour rappeler l'importance qu'on avait à faire cette déclaration, mais il fallait pour cela effectivement que le président fasse la dernière partie du travail. Peut-être pour expliquer aux Camerounais, la Constitution, c'est la loi des lois. C'est un texte qui fixe le cadre général de nos institutions. Et ensuite, il revient aux députés de faire des lois complémentaires pour préciser, comme c'est marqué dans l'article 66 que vous venez de relire. Et ensuite, comme souvent pour certaines lois, il peut être nécessaire au niveau administratif d'avoir des décrets d'application qui vont compléter en disant voilà le taux, si c'est un taux qu'il faut fixer, la date d'entrée en vigueur, etc. Donc, on se retrouve donc avec une loi constitutionnelle qui nous dit que toute personne dépositaire d'un mandat public doit déclarer au moment de prendre sa fonction quelle est sa richesse et à la fin, quelle est sa richesse. Ça nous permet de faire un exercice simple d'évaluation de est-ce qu'il y a eu enrichissement illicite ou pas pendant cette... Parce que vous n'avez pas le droit de profiter de la fortune publique. Vraiment, en appliquant ça, on s'épargne beaucoup de choses, d'institutions multiples qu'on a créées depuis CONAC, qui n'a aucun pouvoir de poursuite, ANIF qui essaye de faire ce qu'elle peut contre le blanchiment d'argent, et même dans une certaine mesure, la Chambre des comptes qui fait un travail d'audit extraordinaire, mais dont les rapports ne sont pas forcément toujours suivis. Donc, vous avez une base d'audit, c'est peut-être ma formation d'auditeur qui me pousse dans ça, vous avez une base de contrôle extraordinaire. Bon, je saurai peut-être un jour pourquoi le chef d'État n'a jamais voulu, en 30 ans, trouver un moment pour signer ce décret d'application. A-t-il peur qu'on s'intéresse à ce que lui-même a fait? A-t-il envie d'éviter que certains de ses collaborateurs ne soient inquiétés parce que, bon, sans eux, ce serait difficile de faire ce qu'il a envie de porter comme projet? C'est quand même la base. Et ce que ça dit par contre, et ce que ça crée comme problème pour la suite, c'est que on donne l'impression que le décret est plus important que la Constitution, ce qui est fondamentalement problématique. On ne peut pas avoir dit, nous sommes une république et notre texte fondateur, c'est la Constitution.
Et on vient mettre cette constitution en difficulté avec un décret administratif qui est le plus petit en termes de hiérarchie par rapport à la loi constitutionnelle, la loi normale et ce qui arrive après. Dans un autre cas de figure, le problème s'est posé. Et je crois que c'est sur la législature 9 à laquelle participait Maître Bell qu'on a voté une loi pour fixer la durée des mandats des PCA et des directeurs généraux dans ce pays. Vous ne pouvez pas être PCA d'une entreprise publique ou d'une institution publique pendant plus de 6 ans. Vous ne pouvez pas être directeur général d'une administration publique pendant plus de 9 ans. 9 ans. Monsieur, on a parlé du MINFID tout à l'heure, je n'ai rien contre lui, c'est juste qu'on a parlé de lui tout à l'heure. Le ministre des Finances est PCA du barrage hydroélectrique de la Mékine depuis plus de 14 ans. Enfin, oui, 14 ans, c'est en 2014. 11 ans, depuis 2014, depuis la création en fait de cette structure-là. Et donc, ça ne pose problème pour la personne. Alors même que les députés RDPC, parce que c'est eux qui ont voté, c'est eux qui étaient majoritaires, c'est eux qui ont permis que cette loi soit loi. Ils devraient être indignés que leurs collègues qui sont au gouvernement ne respectent pas des textes qu'ils leur proposent. C'est le gouvernement qui fabrique la loi. Dans ce Cameroun, on n'a jamais vu de texte de loi porté par les députés qui ont normalement le droit de proposer aussi des lois comme le gouvernement propose ses lois. Mais la plupart de nos textes sont des initiatives gouvernementales. Les projets de loi. Les projets de loi ils viennent du gouvernement qui dépose au Parlement. Le Parlement est censé analyser et voter s'il est d'accord. Donc, c'est le gouvernement qui décide dans sa bonne idée de venir dire « je veux limiter les mandats des dirigeants ». Il donne ça aux députés qui disent « on est d'accord avec vous, banco ». On vote et des gens qui sont nommés par décret sont en poste et dépassent cette limite sans que ça n'émeuve personne. J'aimerais saluer ici le travail du professeur Biwele Ondoa qui chaque année fait un rapport sur l'évolution de ces mandats. Il y a 63 PCA qui sont hors la loi par rapport à cette loi. Chaque année, elle analyse ce travail-là et elle dit au gouvernement, apprenons à respecter ce qu'on s'est dit nous-mêmes. Personne n'a forcé le gouvernement à faire cette loi. Personne n'a forcé les députés RDPC à voter cette loi. Et aujourd'hui, on ne les respecte pas. Donc, on se donne d'une architecture censée améliorer le fonctionnement de la République, censée améliorer la gouvernance dans notre pays, la démocratie, mais on n'applique pas. Et on va dire, oui, on a amené la démocratie, on a permis des institutions d'exister. À quoi servent ces institutions si elles ne fonctionnent pas? On se met des articles dans la Constitution et on les bloque par la suite. Qu'est-ce qui empêche? On a vu lors des élections d'un pays pas très loin d'ici, le Sénégal, le président actuel, Diomaye Faye, a déclaré son terrain qu'il avait au village, quelque part là-bas dans le Sénégal, au sud du Sénégal. Il a déclaré sa maison qu'il avait quand il est devenu fonctionnaire du ministère des Finances. Et le crédit qu'il a pris pour le crédit qu'il a pris. Qu'est-ce qui empêche nos responsables ici de faire la même chose? C'est une démarche purement publique, citoyenne, de dire au peuple qui vous donne un mandat ou aux personnes dont vous allez avoir un mandat public puisque vous devenez un dirigeant public. Voici ce que j'ai comme fortune ou comme. Et c'est pas pour dire qu'on veut contrôler, on veut savoir qui est riche, qui n'est pas riche. On veut simplement s'assurer que vous ne vous êtes pas enrichi de manière illicite en gérant les biens des Camerounais. Parce que c'est les biens de l'ensemble des Camerounais. Et tant qu'on fait ça, on continue de dire, et c'est ça qui me pose toujours problème, que le texte, ce qui est écrit, n'a pas d'importance. Et on doit être obligé toujours de remonter à ce que le président de la République dit. Alors que on s'est doté d'institutions pour ne pas dépendre d'une personne. Nous avons des députés respectant le travail que font les députés à l'Assemblée nationale. Quand les députés votent une loi, c'est qu'elle doit être appliquée. Et je m'étonne d'ailleurs que les députés, dans la législature d'après, n'aient pas fait une commission pour imposer au gouvernement de respecter cela. On les marche sur les pieds tous les jours. On ne respecte pas le délai pour déposer le rapport, le budget qui doit être voté. On ne respecte pas la loi qui a été dit, vous devez être PCA pas plus de 6 ans, PDG pas plus de 9 ans. Et ça ne les émeut pas. À quel moment on veut que ce pays devienne la République respectée que tout le monde espère avoir? C'est là qu'on devrait voir le nationalisme. C'est là qu'on devrait voir le patriotisme, la fierté de représenter le Cameroun, de faire des lois qui vont amener le pays petit à petit à être reconnu comme un exemple. Marlise Vanabel, il faut rappeler que dans toutes ces sorties, le président de la République insiste sur la nécessité de la protection de la fortune publique. Et quelquefois même il menace. Tous ceux qui prennent des libertés avec la fortune publique rendront gorge. Il y a une autre formule qu'il utilise aussi pour indiquer qu'il est très attaché à la nécessité de protéger la fortune publique. Alors, maintenant, on l'accuse de ne pas rendre effectif l'article 66 de la Constitution qu'il a promulgué
et qui voudrait que tous ces gestionnaires de fonds publics, que le président applique en premier et les autres puissent déclarer le bien avoir. Ça vous interroge pas? D'abord, question de civilité. Je ne suis pas maître. Honorable, il voulait dire. Honorable, je voulais dire. Voilà. Puisqu'il a bien précisé, vous avez été dans l'une des législatives. Tout à fait. Franchement, c'est un lapsus. C'est un lapsus. Je suis pas maître. Honorable, mais j'ai dit maître, désolé. Et c'est un J'ai un maître à côté de moi, c'est pas. Et c'est un gentleman, il est très convenant. Donc, Voilà. ne faites pas de D'accord. reproches. J'ai un maître à côté de moi qui m'a appelé. Et mon nom, c'est pas Madame Belle. C'est Douala Belle. C'est Douala Belle. Voilà. Merci. Je suis très intéressée par ce débat parce que j'ai eu l'honneur d'être secrétaire général du réseau des parlementaires camerounais pour la gouvernance et contre la corruption. C'est une organisation qui n'est pas que camerounaise. Il y a l'APNAC qui est africain et il y a l'Association mondiale. Donc, en 2018, je crois, ou 2019, nous avons organisé un colloque à Yaoundé sur les questions de gouvernance et de la lutte contre la corruption. Comment est-ce que le député peut impacter? C'est vrai, il y a un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place pour combattre ce fléau qui est extrêmement dangereux parce que pour moi la corruption tue tout. Et au cours de nos résolutions, tous les députés africains qui étaient là étaient d'accord que l'article 66, qui n'est pas 66 ailleurs, c'est 66 chez nous, mais la déclaration des biens fait partie de l'arsenal qui peut mettre à l'abri le pays contre le trésor public. Personnes. Voilà. Je peux vous dire qu'on a bien mis ça dans les résolutions, mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui a fait là-bas en Afrique. Parlons du Cameroun, c'est celui que nous connaissons le mieux. Voilà. Non, c'est juste... Le Sénégal, le Sénégal. Ça a Le Sénégal a appliqué. Le Sénégal a appliqué. Le Sénégal a appliqué là, avec le nouveau. Oui, avec le nouveau. Bon, nous sommes en train... Pour dire quoi? Qu'il faut un nouveau aussi ici pour que ça commence. Effectivement, non, la réalité, c'est que nous sommes à l'entrée d'un septennat très important pour nous tous. Tout parti politique... pas pour nous tous. Non, pour nous tous. Pour vous, vraiment. Pourquoi? Mais pour vous. Ok, d'accord. Oui, parce que ce qu'on a Pour pas fait à nous, 49 ans, pour nous, les ce qu'on a pas Camerounais. fait à 49 ans, on ne peut pas le faire à 100 ans. Pas pour toi, le Nigérien. Mais non. pour nous, les Camerounais, c'est très important. Ça veut dire, Pour vous, ça veut dire que la Constitution, qui est pour moi, c'est un outil, un instrument formidable. Formidable pourquoi? Parce qu'il est puissant. Puissant pourquoi? Parce qu'il est le résultat d'un consensus, qu'on le veuille ou non. Quand plusieurs personnes s'assoient autour d'une table et sortent quelque chose, on peut avoir la faiblesse de penser que ces résolutions sont fortes. Et c'est aussi un instrument efficace. Pourquoi? Parce qu'il a été rédigé par des experts que tout le monde reconnaît dans le domaine du droit constitutionnel comme des boss. D'accord? Ouna, Concho et d'autres encore. Troisièmement, le président de la République, en promulguant, sait donc que tout ce qui a été entendu, et c'est le lieu pour moi de remercier tous les compatriotes qui ont participé à cet exercice, parce que je sais que ce n'est pas des réunions faciles, mais quand même, ils ont sorti quelque chose de bien. Alors, donc on ne peut pas dire que c'est une mauvaise constitution. Est-ce que la constitution doit être revue au bout de 30 ans? Peut-être pour intégrer certaines préoccupations, mais pour moi, elle est suffisamment armée pour nous amener vers la modernité.
En 2012, il y a des insuffisances vous l'avez revu en soulevées. 2012 ans seulement après. Maître, Mais ne l'interrompez plus, permettez qu'elle débuute. Ouais. Sinon, elle va vous interrompre aussi tout à l'heure et puis ça va Non, non, crier parce à que il y a des choses Non, qui sont non, dites. non, mais- Elle dit 30 ans, mais 12 ans après, ils ont fait. Oui, j'ai vu que vous avez noté. Donc je continuez dis, de noter, il faut s'il vous plaît. noter, il faut noter. Troisièmement, je dirais que pour moi, cette constitution contient tout ce qu'il faut pour que nous allions vers le sens de la modernité. Ça veut dire quoi? Renforcer les libertés et développer, j'allais dire, la gouvernance, surtout la gouvernance locale. Promouvoir la décentralisation. Promouvoir la décentralisation. Si nous arrivons à faire en sorte que là, aujourd'hui et demain, qu'on se mette à la tâche pour que ce soit réalisé, je pense que le président Paul Biya pourra donc valablement confirmer. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Oui. honorable Marlise Douala-Bel, que 30 ans après, on peut se satisfaire des avancées? Oui, oui. Vous parlez par exemple de la question de la décentralisation. Oui. Si on prend cet exemple-là, Paris. Voilà, là, il y a en tant que citoyenne à l'observation, Oui. je dis qu'il y a le problème de la décentralisation qui est une épine dans notre chaussure. Parce qu'en réalité, c'est par là que va passer le vrai développement. Et il faut donc qu'on se batte tous pour que ça devienne effectif et le plus rapidement possible. Deuxièmement, les lois, comme l'article 66, moi je pense aussi que ça peut aider la gouvernance. Ça ne pénalise personne. Mais est-ce que vous Ce qu'on comprenez a pourquoi- déjà... Mais est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui, 30 ans après, Ouais. cet article n'est toujours pas respecté? Est-ce que, pour vous, ça peut être quoi le blocage? Ça peut être quoi? Peut-être la peur de s'exposer, peut-être que nous, les pauvres ou les gens moyens, on se sent moins en difficulté, Moins vulnérable? moins vulnérable. Votre Mais Altesse, vous n'êtes pas pauvre. Mais quand vous dites que quand vous dites peur, vous croyez que le président de la République a peur? non, je ne pense pas qu'il ait peur. S'il avait peur, il Puisque n'aurait c'est pas lui qui mis doit ça faire. dans la... Il n'aurait pas accepté que ce soit inscrit dans la loi fondamentale. Non. C'est la mise en œuvre qui semble poser problème. Ou peut-être qu'il a accepté et ça après, à l'épreuve, il s'est rendu compte que... Bon, ça mais pouvait- peu importe, je dis que peu importe, nous sommes en train de dire la loi fondamentale, notre constitution est bonne, elle est même belle. Maintenant, elle est insuffisamment implémentée. Qu'est-ce que nous pouvons faire là pour que l'implémentation continue quand vous de dites nous, là, s'accélérer? nous, là, c'est qui? C'est les Camerounais. Non, comment les Camerounais? Comment les Camerounais? Mais parce que si Qui par va exemple- faire appliquer la Constitution? Attendez, Qui va faire appliquer les lois qui sont adoptées au Parlement? attendez, Il y a un pouvoir attendez. exécutif, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est très complexe. Hein. Quand le peuple ne se sent plus capable de mettre la pression sur les dirigeants, c'est que le peuple lui-même a Mais la prison, c'est faire quoi, par exemple? Descendre dans la rue? Ben non. Descendre dans la rue si on respecte les règles établies. Mais sinon, tout le travail fait sur les réseaux sociaux, sur l'interpellation. Voilà. L'interpellation, moi je pense que c'est une activité très importante dans une démocratie pour que ceux qui n'arrivent pas, peut-être là, à ce moment-là, je me mets dans ce camp-là. Nous nous n'avons pas réussi à faire les choses dans les temps attendus par le peuple, que nous nous sentions un peu... Avant de donner la parole à interpellés. Maître Moustapha Ngouana, je reste avec vous une minute encore.